Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se plonger dans une période de l'histoire qui est assez vague, je trouve en tout cas, mais qui a été très exploitée dans différents médias. On va parler de la piraterie. Je vais essayer de vous présenter l'étrange histoire des pirates, des histoires de personnages connus, emblématiques. Il y aura des histoires aussi insolites ou concernant des lieux légendaires. J'espère que ça vous plaira. Le but c'est de vous apprendre certaines petites choses sur les pirates que vous ne saviez peut-être pas. Donc si je vous apprends un seul truc, déjà c'est un pari réussi. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous mets juste ici, comme ça vous êtes sûr de l'orthographe. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, vraiment ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes qui me retrouvent là-bas. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous ne connaissiez pas et donc ce que vous avez appris dans la vidéo. Je suis curieux de voir un peu la plus-value que je peux avoir avec ce genre de vidéo et c'est aussi ce que je trouve très motivant. J'ai tout dit pour l'introduction, j'espère que vous êtes prêts. Prenez vos sabres d'abordage moussaillons. Et on est parti pour voir ensemble nos différentes histoires. Tout commence à une époque où la mer n'appartenait à personne. Des hommes sans foi ni bannière levaient les voiles, prêts à risquer leur vie pour une seule et unique idée, être libres. Entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, un souffle de chaos s'étendit sur les mers. On l'appela plus tard l'âge d'or de la piraterie. De 1650 à 1730, les océans furent le théâtre d'une guerre sans nom. Des marins sans bannière, rejetés par les nations qu'ils avaient autrefois servis, écumaient les Caraïbes, s'emparant des navires marchands, défiant les empires et semant la terreur dans les ports coloniaux. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens corsaires anglais ou américains, devenus pirates après la fin des grandes guerres européennes. Certains étaient français ou hollandais, attirés par la promesse d'une liberté que seule la mer pouvait offrir. Dans les eaux turquoises du Nouveau Monde, les pavillons noirs flottaient comme un défi aux rois du vieux continent. Mais cette ère de désordre ne dura qu'un temps. À mesure que les routes maritimes prenaient de l'importance, les puissances européennes réagirent. Les compagnies marchandes britanniques, appuyées par la marine, traquèrent les pirates sans relâche. Les captures se multiplièrent, les pendaisons aussi. En quelques décennies, les pavillons à tête de mort cessèrent de dominer les vents du large. L'âge d'or de la piraterie s'achevait, laissant derrière lui des légendes qui allaient, pour toujours, hanter l'imaginaire des hommes. On disait que son regard suffisait à faire vaciller les plus braves. Son vrai nom reste incertain, Edward Teach ou peut-être Satch, mais le monde entier le connaît sous celui qui s'est lui-même forgé dans la peur, Barbe Noire. Né à Bristol en Angleterre, il aurait d'abord été corsaire pendant la guerre de succession d'Espagne avant de se tourner vers la piraterie en 1716. C'est sous les ordres d'un autre pirate, Benjamin Hornigold, qu'il fit ses premières armes dans les eaux des Bahamas. Ensemble, ils capturèrent un navire français nommé la Concorde, un négrier qu'ils rebaptisèrent Queen Anne's Revenge, la vengeance de la reine Anne, un nom choisi en hommage à la guerre que Barbe Noire avait jadis servi, mais aussi comme une provocation directe envers la couronne britannique. À la tête de ce vaisseau redouté, Barbe Noire commandait une flotte de 4 navires et près de 400 hommes. Contrairement à ce que les légendes laisseront croire, il n'était pas un monstre sanguinaire. Il préférait éviter les combats inutiles. Son arme la plus redoutable, c'était la peur. Avant chaque attaque, il tressait dans sa barbe des mèches imbibées de poudre qu'il allumait avant d'aborder, faisant danser autour de son visage des volutes de fumée et d'étincelles. Dans la brume, on aurait juré voir un démon sortir de l'enfer. En 1718, il osa un coup d'éclat, bloqué pendant 2 semaines le port de Charleston, en Caroline du Sud. Il retint plusieurs otages, exigeant une rançon, non pas en or, mais en médicaments. Certains disent que ces remèdes servaient à soigner les maladies vénériennes de son équipage, d'autres qu'il s'agissait d'un caprice pour rappeler aux autorités qui dominaient les mers. Mais cette même année, la traque s'intensifia. Le gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, envoya à sa poursuite un officier déterminé, le lieutenant Robert Ménard. Le combat final eut lieu dans les eaux sombres de l'île d'Ocracoke. Barbe Noire reçut 5 balles et plus de 20 coups de sabre avant de s'effondrer. On raconte qu'il continua à se battre, le regard fou, jusqu'à ce que la mer se referme sur lui.
Sa tête fut ensuite tranchée et suspendue à la proue du navire victorieux pour servir d'avertissement à ceux qui rêveraient encore de défier la couronne. Des siècles plus tard, en 1996, les restes du Queen Anne's Revenge furent retrouvés gisant sous les flots au large de la Caroline du Nord. L'épave dort toujours là, engloutie, comme si le fantôme de Barbe Noire veillait encore sur son trésor. Dans un monde dominé par les hommes, certaines femmes ont bravé les interdits, les mers et la mort elle-même pour devenir des légendes. Elles ont porté l'épée, commandé des navires et fait trembler les empires. Parmi elles, les plus célèbres, Anne Bonny, Mary Read, Saïda Al-Hura et Zengi Sao. Anne Bonny serait née en Irlande, Mary Read en Angleterre. Toutes deux grandirent dans un siècle où une femme n'avait aucune place sur un pont de navire. Pour survivre, elles prirent une décision radicale, se travestir. Vêtues comme des hommes, elles embarquèrent dans les équipages pirates des Caraïbes. Mary, avant même de devenir flibustière, avait combattu déguisée dans l'armée britannique. Anne, elle, rejoint l'équipage de Calico Jack Rackham, dont elle devint la compagne et l'une des combattantes les plus redoutées. Ensemble, ils écumèrent les mers des Bahamas, jusqu'à ce que leur navire soit pris d'assaut en 1720 par un corsaire envoyé par le gouverneur de Jamaïque. Leur équipage fut capturé et pendu. Seules Anne et Marie échappèrent à la corde. Elles étaient enceintes. Marie mourut en prison quelques mois plus tard. Quant à Anne Bonny, sa trace se perd dans les archives. Certains disent qu'elle fut libérée, d'autres qu'elle s'échappa pour recommencer ailleurs. Bien avant elle, une autre femme avait déjà marqué l'histoire, Saïda Al-Hura, née à la fin du XVe siècle dans le nord du Maroc. Issue d'une famille noble musulmane, chassée d'Espagne durant la Reconquista, elle épousa le gouverneur de Tétouan et, à sa mort, prit sa place. Dirigeante redoutable, elle utilisa la piraterie comme arme politique, attaquant les navires espagnols et portugais pour financer la défense de son royaume. Son but, reconquérir Al-Andalus et restaurer la puissance musulmane en Méditerranée. Pendant 30 ans, son nom fit trembler les ports ibériques. On l'a surnommée la reine des pirates. Mais la plus puissante de toutes fut sans doute Zengi Sao, en Chine, au début du 19e siècle. Ancienne prostituée devenue épouse d'un célèbre capitaine pirate, elle prit la tête de sa flotte à la mort de son mari. En quelques années, elle rassembla plus de 400 navires et 40 000 hommes sous son commandement, un chiffre qui surpassait de loin la marine impériale chinoise. Zengi Sao imposa une discipline impitoyable. Tout acte de désobéissance ou de lâcheté était puni de mort. Sa flotte contrôlait le commerce du sel, rançonnait les navires marchands et fit plier les Portugais, les Britanniques et même l'Empire Qing. En 1810, face à l'alliance de toutes ces puissances, elle accepta une reddition négociée. Mais contrairement à tant d'autres pirates, elle ne fut ni pendue ni traquée. L'empereur lui offrit une amnistie complète et une pension de retraite. Elle quitta la mer, riche et respectée, et mourut paisiblement en 1844 à l'âge de 68 ans. Ces femmes ont prouvé que, sur les flots, comme sur la terre, la liberté se gagnait souvent au prix du sang. Et dans les murmures du vent marin, leur nom résonne encore, porté par les vagues qu'elles ont jadis domptées. Parmi toutes les figures de la piraterie, peu portent un nom aussi trompeur que Roque Brasiliano, car malgré ce surnom aux accents tropicaux, cet homme n'était pas brésilien. Il serait né vers 1630 à Groningue, aux Pays-Bas, avant de partir avec sa famille vers les terres du Nouveau Monde, alors sous domination hollandaise. Il grandit au nord du Brésil, dans la région de Pernambuco, et c'est là, entre la chaleur des ports et la violence des mers, qu'il découvrit le goût du pillage. D'abord corsaire au service des Hollandais, il attaquait les navires ennemis dans la baie du Bahia. Mais lorsque les Portugais reprirent la région, il perdit tout, sa cause, sa solde et son pays. Alors, il devint pirate, un boucanier comme on les appelait. Ces aventuriers des mers qui vivaient entre la Jamaïque et Saint-Domingue, attaquant les galions espagnols et pillant les colonies des Caraïbes. Roque Brasiliano s'installa à Port-Royal, le port jamaïcain que l'on surnommait la Sodome des mers. C'était un lieu de débauche, de sang et d'or, le cœur battant de la piraterie du XVIIe siècle. Les rares récits de sa vie viennent d'un chroniqueur français, Alexandre Exquemelin, qui le décrivit comme un homme violent, imprévisible et porté sur l'alcool. On racontait qu'il tirait sur ceux qui refusaient de boire avec lui et qu'il fit brûler vifs 2 fermiers espagnols qui refusaient de livrer leurs cochons. Cruel et insaisissable, il navigua un temps aux côtés de François le Launay et d'Henri Avry, 2 autres noms mythiques de la période.
Mais le destin de Roque Brasiliano se dissout dans le mystère. En 1671, après avoir été capturé et emprisonné en Espagne, il parvint à s'évader et disparut en mer avec son équipage. Son navire ne fut jamais retrouvé. Certains affirment qu'il sombra lors d'une tempête, d'autres prétendent qu'il s'était emparé d'un trésor espagnol colossal avant de disparaître volontairement pour mourir en roi sur une île inconnue. Quoi qu'il en soit, Roque Brasiliano reste une légende, celle d'un pirate sans foi ni patrie, né entre deux mondes et avalé par l'océan qu'il avait voulu dompter. La piraterie ne s'est jamais arrêtée qu'aux Caraïbes. Partout, d'autres peuples ont pris la mer, en Asie, en Afrique, en Méditerranée, parce que partout où il y avait le pouvoir, il y avait aussi des hommes prêts à le défier. Bien avant que les Caraïbes ne deviennent le théâtre des flibustiers, une autre forme de piraterie s'est vissée à l'autre bout du monde. Sur les côtes de la Chine, de la Corée et jusqu'aux Philippines, les populations vivaient dans la crainte d'un nom, les Vokou, littéralement les pirates nains, une appellation méprisante donnée par les peuples qu'ils pillaient. Leur histoire s'étend du XIe au XVIe siècle. À l'origine, le terme désignait uniquement des pirates japonais issus des îles de Tsushima, Iki et Kyushu, des territoires isolés entre le Japon et la péninsule coréenne. Ces marins sans allégeance attaquaient les navires marchands et les villages côtiers, ramenant dans leurs bateaux du riz, des armes, des tissus et des esclaves. Mais au fil du temps, leurs rangs se diversifièrent. À côté des Japonais, on trouva bientôt des Chinois, des Coréens et même des marchands déchus venus de tout l'Extrême-Orient. Les Vokou devinrent une véritable confrérie transnationale, unie par une seule loi, le profit. Et leur audace les mena loin. Au XVIe siècle, ils contrôlaient une grande partie du commerce illégal dans la mer de Chine orientale. Ils fondèrent même des comptoirs fortifiés dans les îles Philippines, comme à Paris, où ils affrontèrent les forces espagnoles en 1582 lors de la bataille de Cagay. Durant plusieurs décennies, les Vokou furent l'ombre permanente des routes maritimes, frappant sans prévenir, puis disparaissant dans les brumes du Pacifique. Mais cette ère prit fin avec la montée en puissance des empires maritimes régionaux. La Chine Ming, la Corée Joseon et le Japon d'Oda Nobunaga unirent leurs forces pour les traquer sans pitié. Les ports furent fortifiés, les routes patrouillées et les derniers clans pirates furent anéantis. Vers la fin du XVIe siècle, le nom de Vokou n'évoquait plus qu'un souvenir, une menace du passé. Pourtant, dans la mémoire collective asiatique, ces pirates restèrent les symboles d'un monde sauvage et insoumis, celui des hommes et des femmes qui préféraient la mer libre à l'ordre des empires. Parmi les figures les plus énigmatiques de la piraterie, Black César occupe une place à part, celle d'un homme dont la frontière entre mythe et réalité se perd dans les embruns du temps. On raconte qu'il était autrefois un chef africain capturé par des négriers européens sur la côte ouest de l'Afrique. Pendant la traversée, il gagna la confiance du capitaine du navire, un homme qu'il convainquit d'être plus qu'un simple esclave. Lorsque le bateau fut pris dans une tempête au large de la Floride, César et le capitaine profitèrent du chaos pour s'échapper. Ils furent les seuls survivants du naufrage. Les deux hommes s'installèrent sur une petite île des Florida Keys où ils commencèrent à piéger les navires de passage. Leur méthode était simple, feindre la détresse. Ils allumaient un feu sur la plage, agitant des signaux pour attirer l'aide, puis, lorsque des marins s'approchaient, ils les dépouillaient de leurs biens et faisaient couler leur bateau. Les rumeurs parlent d'un trésor enfoui sur une île voisine, dissimulé à jamais sous le sable et les palmiers. Mais l'alliance entre César et son capitaine prit fin dans le sang. Une querelle éclata à propos d'une femme capturée lors d'un abordage. La dispute dégénéra, et César tua son ancien compagnon, prenant la femme pour lui. Il aurait ensuite bâti un camp sur son île, gardé par des esclaves et des femmes capturées. Un royaume de peur et de silence perdu au milieu des eaux. Avec le temps, Black César rejoignit la flotte d'un certain Barbe Noire qu'il servit fidèlement à bord du Queen Anne's Revenge. Lorsque le célèbre pirate trouva la mort en 1718, César fut capturé. Son sort, lui, reste incertain. Certains disent qu'il fut pendu, d'autres qu'il obtint la grâce royale en échange de sa reddition. Les historiens ne savent pas où finit la vérité et où commence la légende. Mais une chose est sûre, dans les récits des marins des Keys, on jure encore voir certaines nuits une silhouette noire sur les rochers, veillant sur un trésor que nul n'a jamais retrouvé. Au 1er siècle avant notre ère, la Méditerranée n'était plus la mer tranquille des commerçants romains.
c'était un champ de proie sillonné par des milliers de navires arborant non pas l'aigle impérial, mais le pavillon noir de la Cilicie, une région montagneuse du sud de l'actuelle Turquie. De leurs repères cachés entre falaises et criques, ces pirates dominaient la mer comme des seigneurs sans couronne. Tout commença avec le déclin des grands royaumes orientaux. L'effondrement de l'empire séleucide et la faiblesse de l'Égypte laissèrent un vide que les pirates s'empressèrent d'occuper. Ils contrôlaient les routes commerciales, rançonnaient les navires de blé en route vers Rome et réduisaient les équipages en esclavage. Leur commerce prospéra si bien que certaines cités grecques comme Délos devinrent de véritables marchés d'âmes où les Romains achetaient les captifs faits en mer. Peu à peu, la piraterie cilicienne devint une puissance à part entière. Les côtes de la Grèce furent ravagées, les ports incendiés, et jusque dans les alentours de Rome, les pêcheurs craignaient de lever leurs filets. Les sénateurs, eux-mêmes, ne pouvaient plus voyager sans escorte. C'est à cette époque qu'un jeune noble romain, encore inconnu du monde, fut pris en otage par ces pirates. Il s'appelait Jules César. Capturé en 75 avant Jésus-Christ, alors qu'il naviguait vers l'île de Rhodes pour y étudier, il fut retenu contre rançon. Les pirates exigèrent 20 talents d'argent, une somme considérable. Mais César, dans un calme glacial, éclata de rire. Il leur répondit qu'il valait bien plus que cela et leur ordonna d'en demander 50. Pendant les 40 jours de sa captivité, il vécut parmi eux comme un seigneur, lisant, écrivant, plaisantant, leur promettant qu'une fois libre, il reviendrait les crucifier tous. Les pirates riaient jusqu'à ce qu'ils tiennent parole. Libéré, il arma une flotte, les traqua et fit exécuter chacun d'entre eux, réalisant sa promesse avec une précision presque rituelle. Mais la piraterie sicilienne ne s'éteignit pas avec cette vengeance. Rome dut encore mener 3 grandes campagnes pour la vaincre. La dernière, menée par Pompée le Grand en 67 avant Jésus-Christ, fut la plus spectaculaire. En à peine 3 mois, il nettoya tout le bassin méditerranéen, capturant plus d'1 millier de navires et des dizaines de forteresses. Les pirates survivants furent installés dans des colonies à l'intérieur des terres, loin des tentations de la mer. Ainsi se termina l'âge d'or des pirates ciliciens, ceux qui, pendant près d'un siècle, avaient tenu tête à Rome. Mais dans les silences des ruines côtières de Cilicie, les légendes murmurent encore leurs chants de guerre, emportés par le vent salé des collines d'Anatolie. Bien avant que les mers ne soient dominées par les pavillons noirs, une reine fit trembler le puissant empire de son temps. Son nom était Teuta, et elle régna sur l'Illyrie, un royaume des Balkans baigné par les eaux de l'Adriatique. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère. À la mort de son mari, le roi Agron, Teuta hérita du trône et du pouvoir militaire de sa tribu, les Ardii. Mais plutôt que de s'effacer derrière les coutumes de son époque, elle embrassa la guerre et fit de la piraterie un instrument d'État. Sous son règne, les navires illyriens écumèrent l'Adriatique, attaquant les marchands grecs, égyptiens et romains. Les richesses pillées finançaient son armée et chaque raid renforçait son autorité. Très vite, les routes commerciales de la République romaine furent paralysées. Des navires disparaissaient sans laisser de traces, des côtes entières étaient pillées et le nom de Teuta circulait comme une menace. Quand les Romains envoyèrent des émissaires pour exiger la fin des attaques, elle répondit sans trembler. La piraterie, dit-elle, était un droit coutumier du peuple illyrien. Ces mots furent perçus à Rome comme un affront. En 229 avant Jésus-Christ, la République lança sa riposte, la première guerre d'Illyrie. Les légions romaines débarquèrent sur les côtes, écrasant les forces de Teuta. La reine fut contrainte de se replier vers le nord, réduite à un petit territoire autour de la ville de Lissu, l'actuelle Lésie, en Albanie. Vaincue, elle signa un traité humiliant, payant tribut à Rome et cédant la majeure partie de son royaume. Peu après, elle abdiqua, disparaissant des chroniques comme une ombre avalée par la mer. Nul ne sait quand ni où elle mourut. Mais son nom survécut dans la mémoire des peuples côtiers, comme celui d'une femme qui osa défier Rome et qui fit de la piraterie une arme de souveraineté. Teuta d'Illyrie fut plus qu'une reine pirate. Elle fut le symbole d'une liberté farouche, une flamme brève mais indomptable sur les eaux de l'Adriatique. Dans les eaux brûlantes du golfe Persique, là où le désert se confond avec la mer, vécut l'un des pirates les plus redoutés du XIXe siècle, Ahmad bin Jabir al-Jalama. Pour certains, il était un criminel impitoyable. Pour d'autres, un seigneur des mers, respecté même par ses ennemis. Né vers la fin du XVIIIe siècle dans la région de Qatif, aujourd'hui au Koweït, Ahmad appartenait à une puissante tribu arabe. Au départ, il n'était pas pirate mais commerçant. Il vendait des chevaux arabes et échangeait des perles et des tissus dans tout le golfe.
Mais la fortune des mers l'attira, et bientôt il arma un navire, rassembla 2000 hommes, dont beaucoup étaient d'anciens esclaves africains. Et enfin, il lança ses voiles à l'assaut des routes maritimes. Ahmad attaquait tout ce qui traversait son domaine. Navires marchands, convois de pèlerins, bateaux étrangers chargés d'or et d'épices. Son principal rival était la famille Al-Khalifa, qui régnait sur Bahreïn, et règne encore aujourd'hui. Leur haine fut sanglante, mêlée d'alliances temporaires et de trahisons. Ahmad s'allia tour à tour avec les Saoudiens, les Omanais, les Perses, et même un temps avec les Britanniques lorsqu'il y voyait un intérêt stratégique. Malgré sa réputation de pillard, il inspirait le respect. Les diplomates britanniques, pourtant ennemis déclarés des pirates du Golfe, le reçurent à plusieurs reprises. L'écrivain anglais James Silk Buckingham, qui le rencontra, le décrivit comme un homme marqué par les combats. Visage balafré, corps criblé de cicatrices et un regard perçant, toujours dissimulé derrière un cache-œil noir. Car oui, à la différence des clichés de fiction, Ahmad bin Jabir portait réellement un bandeau sur l'œil après avoir perdu la vue au cours d'une bataille navale. Son destin s'acheva dans la violence, comme il l'avait vécu. En 1826, sa flotte fut interceptée par celle du cheikh Ahmed bin Salman al-Khalifa, son propre neveu. Les deux hommes s'affrontèrent en duel sur le pont du navire, l'un presque aveugle, l'autre jeune et avide de vengeance. Voyant la défaite inévitable, Ahmad attrapa son fils de 8 ans, courut jusqu'à la cale et mit le feu au baril de poudre. L'explosion déchira le navire, emportant son équipage, son fils et lui-même dans un nuage de flammes et de sel. Son nom disparut dans la mer, mais la légende resta, celle du seul véritable pirate à avoir porté le bandeau, devenu l'icône de tout un imaginaire. Et dans les sables du Golfe, on murmure encore que le vent transporte sa voix, défiant les empires qu'il avait juré de ne jamais servir. On croit souvent que les pirates ont disparu avec les galions. Mais certains continuent, encore aujourd'hui, à vivre de la peur et du hasard sur les mêmes eaux qu'autrefois, avec des outils bien plus modernes. Bien loin des pavillons noirs du passé, une autre forme de piraterie a ressurgi à la fin du XXe siècle. Non plus dans les eaux tropicales des Caraïbes, mais sur les rivages arides de la Corne de l'Afrique. C'est ici, au large de la Somalie, qu'est née l'une des pirateries modernes les plus redoutées du monde. Depuis la chute du gouvernement somalien en 1991, le pays s'est enfoncé dans le chaos. Sans État, sans loi, les côtes se sont transformées en zones de non-droit. Des navires étrangers vinrent piller les ressources marines, pêchant illégalement dans des eaux sans défense. C'est alors que certains pêcheurs locaux, armés de simples kalachnikovs, décidèrent de rendre justice à leur manière. Ce qui commença comme une résistance devint rapidement un commerce de la terreur. Entre 2008 et 2012, les attaques se multiplièrent dans le golfe d'Aden, une route maritime stratégique reliant l'océan Indien à la mer Rouge. Des cargos, des pétroliers, parfois même des navires humanitaires étaient pris d'assaut. Les pirates montaient à bord en pleine nuit, prenant en otage les équipages pour exiger des rançons faramineuses. Certains se présentaient comme des gardiens des mers, d'autres comme de simples survivants, cherchant à nourrir leur famille, mais tous devinrent le symbole d'une piraterie sans pavillon, où l'or avait remplacé le sang. Les rançons pouvaient atteindre plusieurs millions de dollars, payés en liquide ou parachutés en pleine mer. Pendant ces années, des compagnies entières vivaient dans la peur d'un signal radio annonçant qu'un de leurs navires avait disparu. Les marines occidentales finirent par réagir. Des flottes venues d'Europe, d'Amérique et d'Asie patrouillèrent la région, traquant les embarcations suspectes. Peu à peu, les attaques cessèrent, étouffées par la surveillance militaire. Mais la légende, elle, resta vivante. Hollywood s'en empara avec le film Captain Phillips, retraçant l'histoire vraie d'un cargo américain pris d'assaut en 2009. Derrière les images et les discours, pourtant, demeurait une vérité brute. Dans un pays ravagé par la guerre et la misère, ces pirates n'étaient pas nés de l'avidité, mais du désespoir. L'histoire d'Albert X n'a rien d'un conte d'aventure. C'est celle d'un homme né pour fuir, mentir et tuer, dont la vie entière s'est déroulée entre les ombres des prisons et les vagues d'un monde en plein changement. Il fut, dit-on, le dernier pirate exécuté aux États-Unis. Né en 1820 à Foster, dans le Rhode Island, X grandit dans la misère et la violence. Adolescent, il vola pour survivre et très tôt apprit à s'évader. Il échappa de prison à 2 reprises avant d'être définitivement relâché sans jamais renoncer au crime. Il se fit contrebandier, tueur, mutin, passant d'un navire à l'autre, des côtes de Californie jusqu'à l'Amérique du Sud. Partout où il allait, la mort le suivait.
Vers 1860, il s'installa à New York et tenta de mener une vie plus tranquille. Il se maria, adopta le fils de sa femme et chercha à donner l'illusion d'un honnête marin. Mais le passé finit toujours par remonter à la surface. Lorsqu'on lui proposa de rejoindre l'équipage d'un petit voilier de commerce, The E.A. Johnson, chargé de transporter de l'argent destiné à l'achat d'huîtres, il vit là une occasion trop belle pour la laisser filer. Une nuit, alors que le navire dérivait près de Staten Island, X passa à l'acte. Armé d'une hache, il frappa dans l'obscurité, tuant ses 3 compagnons d'équipage, les frères Oliver et Smith Watts et le capitaine George Burr. Le sang macula les planches, la mer resta silencieuse. X jeta les corps à l'eau, pilla la cabine, récupéra les $230 de la caisse, puis s'aborda le navire pour effacer toute trace. À l'aube, il était à terre, dépensant déjà son butin dans les bars de Manhattan, persuadé que nul ne le soupçonnerait. Mais la mer ne garde pas toujours ses secrets. Le lendemain, les débris du voilier furent retrouvés et les autorités remontèrent rapidement la piste du tueur. Arrêté peu après à Providence, X fut trahi par un simple détail, une montre de poche appartenant au capitaine Burr retrouvée sur lui. Son procès fut rapide. Reconnu coupable de piraterie et de meurtre, il fut condamné à mort. Le 13 juillet 1860, sur l'île de Bedloe, aujourd'hui connue sous le nom de l'île de la Liberté, où se dresse la statue du même nom, plus de 10 000 personnes assistèrent à son exécution publique. Le vent marin soufflait fort ce jour-là, et certains témoins jurèrent avoir vu le corps se balancer plus longtemps que de coutume, comme si la mer elle-même hésitait à reprendre ce qu'elle avait enfanté. Albert X mourut à 40 ans, sans confession, sans remords. Et son nom entra dans l'histoire, non pas comme celui d'un flibustier des temps anciens, mais comme le dernier pirate moderne d'Amérique, un vestige brutal d'une époque révolue, englouti par la civilisation. Certaines personnes en mer n'ont pas cherché qu'à piller, ils ont aussi cherché à bâtir. Des hommes qui rêvaient de monde sans roi, sans chaîne, qui ont voulu créer leur propre liberté, à l'écart de tout ce qui pouvait les déranger. Parmi toutes les légendes nées sur les flots, aucune ne fascine autant que celle de Libertalia, une cité utopique fondée, dit-on, par des pirates qui avaient décidé de renoncer au pillage pour bâtir un monde libre. L'histoire prend racine à la fin du XVIIe siècle sur la côte nord de Madagascar, une île déjà réputée pour abriter les repères les plus redoutés de la piraterie. Selon la chronique General History of the Pirate, publiée en 1724, un capitaine français nommé James Smithson aurait déserté son navire de guerre pour fuir les horreurs de la mer et créer, avec ses hommes, une société nouvelle, Libertalia. Là-bas, il n'y avait ni roi, ni esclave, ni nation. Les richesses étaient partagées, la liberté érigée en loi suprême. Chaque habitant avait voix au chapitre, et une langue commune aurait même été inventée pour unir des hommes venus de tout horizon, anglais, français, africains, anciens marins et fugitifs. Leur drapeau, raconte-t-on, n'arborait pas le crâne habituel des flibustiers, mais une toile blanche immaculée, symbole de paix et d'égalité. Leur devise, gravée sur la coque de leur navire, pour Dieu et pour la liberté. Libertalia aurait prospéré plusieurs années, vivant du commerce et de quelques raids occasionnels. Mais comme toute utopie, elle finit par s'effondrer. Certains disent que des pirates revenus à leur instinct trahirent Smithson. D'autres racontent qu'une flotte ennemie venue d'Europe rasa la colonie, ne laissant derrière elle qu'un rivage brûlé et des eaux blanchies par le sel. Aucune trace archéologique n'a jamais confirmé son existence. Pour les historiens, Libertalia relève du mythe. Pour les rêveurs, elle reste la preuve qu'au cœur même du chaos, des hommes ont osé imaginer un monde affranchi de toute domination. Une république née sur l'écume, disparue dans la brume, mais toujours vivante dans la mémoire de ceux qui refusent d'obéir. Parmi toutes les légendes maritimes du 19e siècle, peu sont aussi étranges que celle de Zumiro, un homme qui aurait fui la mer pour se fondre dans le cœur du Brésil. Son véritable nom était Francis Howder, un aristocrate né à Cork, en Irlande, à une époque où l'île faisait encore partie de l'Empire britannique. Officier dans la Royal Navy, il menait une vie honorable, jusqu'au jour où il tua un supérieur lors d'une querelle à bord. Condamné à mort, il s'échappa avant son exécution et disparut dans l'immensité de l'Atlantique. C'est alors qu'il prit un nouveau nom, Zumiro, se présentant comme un pirate grec. Il rejoignit une flotte de forbans opérant dans le sud de l'océan Atlantique, des côtes africaines jusqu'aux Amériques. Son fait d'armes le plus célèbre fut le sac de la cathédrale de Lima, au Pérou, en 1821, où lui et ses hommes pillèrent un trésor sacré avant de s'enfuir vers l'est.
La légende raconte qu'il aurait ensuite enterré son butin sur l'île de Trindade, au large du littoral brésilien, un lieu isolé, battu par les vents et oublié des cartes. Ce trésor, malgré des siècles de recherche, n'a jamais été retrouvé. Après ce raid, Zumiro tomba aux mains des Anglais. Ironie du sort, le commandant chargé de l'arrêter était un ancien ami de la marine, le capitaine Keppel. Plutôt que de le condamner, Keppel lui offrit une chance. Il simula sa mort et lui permit de disparaître à condition qu'il abandonne à jamais la piraterie. Zumiro accepta. Ainsi commença sa seconde vie. Il débarqua sur les côtes du Brésil et marcha des jours durant à travers la forêt jusqu'à atteindre une petite bourgade de l'intérieur, Curitiba, qui n'était alors qu'un village de 3000 âmes. Là, il prit le nom de João Francisco Ingles, l'anglais, et se fit passer pour un simple voyageur. Il se maria avec une ancienne esclave, fonda une famille et eut 4 enfants. Les habitants le surnommèrent affectueusement Vodomato, le grand-père des bois, sans jamais se douter que cet homme tranquille cachait un passé de sang et de pillage. Zumiro mourut en 1889 à 91 ans, paisiblement, loin des océans qu'il avait autrefois dominés. Pendant longtemps, son histoire passa pour une fable transmise de génération en génération, jusqu'à ce qu'en 2018, un archéologue brésilien, Marcos Juliano Offenbach, retrouve des archives confirmant son existence. Des documents attestant qu'un certain Francis Hauder, alias Zumiro, avait bien vécu et été enterré à Curitiba. Aujourd'hui encore, certains affirment que ses descendants vivent toujours dans l'état du Paraná et que quelque part, dans les profondeurs de l'Atlantique Sud, le trésor de Zumiro repose encore, scellé par le sable et le temps. Un secret gardé par la mer, dernier témoin d'un pirate qui, pour échapper à la corde, choisit de renaître en homme ordinaire. Enfin, il y a ce qui se cache au fond des océans. Les récits oubliés, les esprits qu'on ne nomme plus. Parce que là où les marins se taisent, la mer, elle, se souvient toujours de l'histoire de ceux qui ont navigué dessus. Et aussi des légendes qui la concernent. Bien avant que les pavillons noirs ne flottent sur les mers du Nouveau Monde, la piraterie existait déjà. Elle naquit là où l'horizon fut d'abord conquis, dans les eaux de la Méditerranée antique, berceau de la navigation et du commerce. Dès que les hommes apprirent à naviguer, d'autres apprirent à dépouiller. Vers 1200 avant notre ère, au moment où la civilisation de l'âge du bronze s'effondrait, des peuples mystérieux apparurent sur les rivages d'Égypte, de Chypre et de Crète. On les appelait les peuples de la mer. Nul ne sait d'où ils venaient vraiment. Certains les disent issus de la mer Égée, d'autres du Proche-Orient. Ils pillaient les ports, incendiaient les cités côtières et interceptaient les navires marchands, semant la ruine dans tout le bassin méditerranéen. Certains historiens les considérèrent comme les premiers pirates organisés de l'histoire. Mais la piraterie ne disparut jamais. Durant les siècles suivants, d'autres civilisations maritimes, les Étrusques, les Phéniciens puis les Grecs, s'adonnèrent à leur tour à ces attaques de mer. Et parmi ces derniers, un nom se détache, Dionysios de Phocée. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il fut un commandant grec lors des guerres contre l'Empire perse. Après avoir essuyé une défaite humiliante, il refusa de retourner chez lui et transforma sa flotte en armée de pirates. Depuis les îles de la mer Égée, il lança des raids contre les cités phéniciennes et étrusques, s'enrichissant sur les ruines de guerre. L'historien Hérodote mentionna même ses exploits, décrivant un homme passé du rang d'amiral à celui de hors-la-loi des mers. Ainsi, bien avant les sabres courbes et les coffres de bois, la piraterie était déjà là, primitive, brutale, insaisissable. Elle ne portait pas encore de crâne sur son pavillon, mais son esprit était le même, vivre libre, au mépris des empires, et régner sur le seul royaume qu'aucun roi ne pouvait vraiment dompter, la mer. Dans les profondeurs obscures de l'océan, là où la lumière s'éteint et où le silence devient éternel, les marins murmurent encore un nom, Davy Jones. Pour eux, il ne s'agit pas d'un simple homme, mais d'un esprit, d'une malédiction ancienne. Son royaume, le fond des mers, et son trésor, les âmes de ceux qui n'en sont jamais revenus. L'expression « le coffre de Davy Jones » apparaît dès le XVIIe siècle. Elle désignait ce lieu invisible où finissent les noyés, engloutis par la mer, une métaphore devenue une légende.
Certains textes du XVIIIe siècle le décrivent comme un démon des abîmes, mi-homme, mi-bête, avec des yeux exorbités, des cornes et une haleine de soufre. D'autres disent qu'il serait le spectre d'un ancien pirate condamné à errer éternellement sous les vagues, à surveiller les épaves et les morts qu'il y a laissés. Les origines de son nom restent floues. Peut-être vient-il d'un véritable marin du XIXe siècle, un capitaine ivrogne nommé David Jones, qui aurait livré ses propres hommes à la mer. D'autres théories prétendent qu'il dériverait de Devil Jones, une corruption populaire du mot devil, donc le diable. Certains récits parlent même d'un tenancier anglais qui, après avoir fait boire ses clients jusqu'à l'inconscience, les vendait aux capitaines de navires pour les enrôler de force. Ces hommes, disparaissant sans laisser de traces, étaient alors partis rejoindre David Jones. Avec le temps, la légende est devenue un symbole, celui de la mort en mer. Les marins qui sentaient la tempête approcher faisaient parfois une prière, non pas à Dieu, mais à David Jones, implorant qu'il les épargne pour un voyage de plus. Aujourd'hui encore, son nom hante la culture populaire. Des romans marins du XVIIIe siècle jusqu'à Pirates des Caraïbes, où il réapparaît, visage de poulpe et cœur emprisonné, seigneur des mers perdues. Mais derrière la fiction demeure l'écho d'une croyance très ancienne, celle d'un gardien invisible qui attend, patient au fond des océans, que le prochain navire sombre pour réclamer son dû. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette histoire sur les pirates. Ça dénote beaucoup par exemple de Pirates des Caraïbes, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, ce que j'ai adoré, étant donné que j'ai vu les fameux films Pirates des Caraïbes, c'est l'histoire de David Jones, le lien qu'on a avec la représentation qui a été faite dans les films et la vraie légende. Je trouve ça vraiment fou quand on se dit « Ah ok, je comprends la signification des choses ». Vous dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez pu apprendre au travers de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!